Bonjour, c'est Jean-Louis 2000. Je reviens vers vous assez rapidement. C'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est qu'en fait, il y a eu pas mal de petites réactions intéressantes à ma précédente vidéo. Et puis aussi, il y a d'autres petites problématiques qui ont été soulevées par Dissidence d'État sur des choses assez actuelles concernant un petit peu en fait les relations de Soral avec son entourage et ses accointances de circonstances. Par rapport à Alain Soral, me méfie beaucoup plus de lui que précédemment. On va dire que j'ai commencé un peu à m'intéresser à toute cette sphère de la dissidence il y a environ 4 ans. À ce moment-là, c'est-à-dire vers 2011, il y avait des choses qui m'avaient séduit dans ses idées et donc j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Des fois j'étais un petit peu agacé forcément parce qu'il dit des grosses conneries aussi des fois. Récemment en fait je me suis fait une réflexion. Je me disais que ce qui était chiant avec Soral, c'est que ses idées tiennent la longueur mais pas lui en fait. Quand il analyse notre époque et sur plein de plans différents, on a l'impression un peu que c'est vraiment dans l'adversité qu'il est le plus juste en fait, et qu'après il y a un genre de pensée de confort qui s'installe et le fait de brasser très large dans ses idées fait qu'en fait tout se conforme à peu près dans les faits à ce qu'il détermine quoi. Donc au bout d'un moment en fait il a même plus besoin de produire de pensée critique, il a son paradigme bien ordonné et donc, moi ce que je lui reproche principalement en fait c'est de pas penser contre lui souvent en fait. Je suis un peu détourné depuis un moment et je trouve ses interventions de moins en moins intéressantes. C'est ça quand on sent bourgeois en général, que ce soit au niveau des artistes ou au niveau des penseurs. Quand on voit par exemple un Michel Onfray à l'heure actuelle, il en est même devenu risible par la grossièreté de ses positionnements et enfin, on ne fera pas croire que ce genre de mec là, que ce soit Soral ou Onfray d'ailleurs, parce qu'apparemment Soral voudrait attaquer Onfray et lui faire comment dire un procès en règle, mais franchement il est très très mal placé quoi, parce que ces dernières années tout de même on peut dire que voilà quoi, même s'il est dans une position où il se dit comment dire la cible de l'État, bon, en même temps il le cherche quoi. Quand on dénonce les pratiques des gens et qu'on les stigmatise pour ce qu'ils sont, comme Delanoë par exemple parce qu'il serait homosexuel ou quoi que ce soit, et qu'on fait des remarques qui éventuellement peuvent être interprétées comme de la diffamation, il faut pas être étonné d'être attaqué en justice, surtout quand on est une personne publique quoi. Moi ça me semble un peu logique quoi. Donc oui certes il est attaqué, il est durement attaqué, mais il pourrait faire les choses de façon bien plus intelligente, et justement c'est la meilleure façon qu'il a trouvé de se faire de la pub. Alors c'est un peu du poker hein, parce que c'est sûr qu'il y a certains procès probablement auxquels il s'attendait pas, ou si auxquels il s'attendait mais dont il s'attendait pas les répercussions, enfin des répercussions financières probablement importantes. Donc voilà. Donc là en ce moment là, par rapport à Soral, apparemment il y a encore une petite polémique autour de ce qui se passe avec Farida Belgoul, excusez-moi, c'était un petit clin d'œil à quelqu'un qu'on voit plus beaucoup en ce moment sur YouTube, mais on pense bien à lui, il se reconnaîtra. Pour moi Farida Belgoul est un peu le pendant féminin de Soral. Tiens d'ailleurs c'est curieux, mais malgré tout le battage qu'elle a provoqué, alors que celle-ci est fonctionnaire enseignante, aucun membre de sa profession ne s'est exprimé à son sujet dans les médias. Parce que c'est vrai qu'à un moment, il parlait de Farida, elle était invitée nulle part. Enfin, pas qu'elle n'était pas invitée nulle part, c'est qu'elle ne voulait pas s'exprimer dans les médias. Et il n'y a pas de gens de sa profession qui connaissent ses turpitudes un peu, ou ses façons d'agir.
qui ne s'est exprimé à son sujet. Voilà. C'est un peu comme Marion Sigaud, qui fait un travail intéressant d'ailleurs, mais qui aurait travaillé pendant des années à l'AFP, et il n'y a jamais personne qui s'exprime à son sujet. C'est-à-dire que, on l'a dit, dans les médias officiels, on dit que c'est la théoricienne de la nouvelle extrême droite dans son caractère historique, ce genre de truc, et il n'y a personne qui l'aurait connu, pourtant qui sont dans des instances hautement représentatives, mais inconnues au bataillon, que ce soit Farida Belgoul ou Marion Sigaud. Donc c'est vrai que moi je me méfie un peu. Où il y a quand même quelque chose d'un peu étrange qui se produit en ce moment, c'est que on remarque qu'il y a un genre de délitement de la dissidence. Et ça, moi, je le perçois un peu comme la fin d'un boulot, en fait. C'est-à-dire que ils ont servi de marchepied à la conquête européenne du Front National. Et le boulot, il est fait. C'est-à-dire que il y a un certain seuil qui a été franchi par le FN depuis les élections européennes. Et au même moment, en plus, on voit, en ce moment, par rapport aux polémiques un peu que je trouve complètement stériles que soulève Zemmour dans ses nombreux passages télé pour la sortie de son nouveau livre. Moi, je trouve que justement, il y a comme un nouveau sens de l'histoire qui est en train de s'écrire. Mais moi, je l'analyse pas comme ça. C'est-à-dire, c'est un contresens de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un sens de l'histoire officielle. Il y a un contresens qui se crée. C'est-à-dire qu'il y a une opposition, mais dans l'absolu, en fait, moi, je me pose toujours la question de savoir si c'est pas fait, en fait, justement, si ces deux forces ne s'affrontent pas de façon exagérée pour ne pas provoquer une synthèse, mais qui soit à l'avantage, en fait, de la première thèse. Comme pour la théorie du genre avec Farida Belgoul, quoi. C'est-à-dire des agents propagateurs, mais de la thèse inverse. Et en fait, quand on regarde bien ce qui se produit justement par rapport actuellement à la théorie du genre, le fait que Vincent Peillon soit délégitimé par le Conseil d'État et tout ce genre de choses, en fait, on a l'impression d'un recul de la société civile, mais qui du coup, en fait, ne remet pas en cause exactement le mouvement principal qui a mis en place ces idées-là dans la société. En gros, on arrive à une synthèse, justement, quoi. Voilà. Alors, c'est ce qui fait parfois que je pense qu'effectivement, Soral, c'est un peu, justement, enfin, toutes ces personnes-là de la dissidence de circonstances et d'accointances, ça me fait souvent penser au fameux Goldstein de 1984, quoi. C'est-à-dire c'est un genre d'ennemi fantasmé qu'on surreprésente, qu'on ne voit pas dans la sphère officielle, mais qui influe directement sur la finalité d'un projet. C'est-à-dire qu'on exagère le projet initial, en face on a l'exagération dans la défense face à ce projet, et au bout du compte, en fait, on aboutit au projet défendu au départ, mais un peu minoré, quoi. C'est-à-dire par rapport à l'exagération du début. C'est-à-dire qu'on a du coup, le projet est passé, mais du coup, on se calme un peu, quoi. On en revient à des considérations plus terre à terre, quoi. Oui, je voulais aussi revenir sur un truc parce que j'ai eu une réponse hier à mon post qui s'appelait Conspirationnisme et modernité, et j'ai eu, je sais plus le nom de la personne, je crois que c'est Tante et Résistant ou un truc comme ça, et le mec à un moment répond à mon post en disant donc il y a complot, quoi. Et en fait, moi, ça m'exaspère d'entendre des trucs pareils, quoi. Moi, j'ai rien contre ce mec-là, je le connais pas, et j'ai essayé de lui expliquer un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Je suis fatigué du conspirationnisme à tout va.
Et des gens qui ont que ça à foutre, des fois on a l'impression, je parle pas spécialement de lui, mais en fait c'est que je supporte plus comment dire, le déterminisme complotiste à travers tout, quoi, à travers voilà quoi, le mec je sais pas, il va verser des cornflakes dans son bol et il va avoir 666 quoi. Enfin, il y a des fois c'est un peu l'impression que ça donne quoi. Et donc je voulais par rapport à ça, donc je lui ai répondu et je voulais revenir un petit peu sur une réflexion que j'avais envoyée à Skadi par rapport à cette histoire de conspirationnisme. Parce que moi, le complométisme, non, j'accroche pas, ce terme, il me plaît pas du tout. Il n'y a pas besoin d'inventer des nouveaux mots. Il n'y a pas besoin d'inventer des nouveaux mots. On doit expliquer les concepts de A à Z. Moi, je disais donc par rapport à Skadi que c'était pour moi, je percevais justement c'est la résurgence des théories du complot en ce moment comme un phénomène de mode, comme ça avait pu se produire dans l'Allemagne des années 30, quoi. Voilà. Pour moi, c'est exactement ça. C'est le même type de phénomène et je pense pas qu'à l'époque il l'analysait comme ça. Comme je l'expliquais hier dans ma vidéo Conspirationnisme et modernité, faut pas du tout sous-estimer le caractère déstabilisant pour l'humain de cette information invasive, immédiate et permanente. En fait, concernant quelle vision opposer un peu à ce conspirationnisme. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Dissidence d'État a parlé de quelque chose, a parlé des anticomplotistes. Alors des anticomplotistes, moi j'en connais, des amis proches justement. Et en fait, comme pour le complot mimétisme, ça m'énerve, j'ai pas trop envie de prêter d'importance à ce genre de mots. Comme par rapport à ce genre de pseudo-concept, en fait. Les anticomplotistes, en fait, c'est aussi un mécanisme de défense. Parce que c'est des gens qui probablement, comme vous et moi, se sentent fortement impactés par cette insécurité ambiante et c'est surtout cette instabilité psychologique qui est provoquée par toutes ces informations contradictoires. Voilà, donc moi je me contenterai juste de l'expliquer de l'expliquer comme ça. Voilà, et donc je voulais terminer cette vidéo en parlant justement de comment, à quoi du systématisme en fait, de la façon dont la société engendre des processus qui finissent par par tout réguler, quoi, par tout niveler sans arrêt. Je vais donc essayer de vous exposer un peu mon point de vue à ce sujet. De quelle façon les idéologies gagnent-elles l'air du temps ? Toute société organisée et dite civilisée se caractérise par sa capacité à disposer d'éléments au sein d'organisations verticales, État ou entreprises, aptes à détecter les talents utiles à l'avancement d'un effet recherché. Nous sommes dans un monde connecté en temps réel, ce qui rend ce processus automatique. En effet, lorsque la société engendre des comportements de par la propagation d'idéologies ou de courants de pensée, il se trouvera toujours des individus pour produire un contenu ou pour incarner directement une forme pure de ce courant de pensée. D'un point de vue mystique, c'est pour moi de cette façon que le diable articule son pouvoir sur Terre. Si vous avez des questions, je ferai mon possible pour essayer d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.